Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le Refresh, votre rendez-vous d'actualité, d'analyse avec nos journalistes, éditorialistes et invités. Cette semaine, comme d'habitude, on commence par les faits avec Willet Informe qui va revenir sur l'actualité de la semaine. Nous irons en République démocratique du Congo où les prénoms racontent bien plus qu'une simple identité. Notre correspondante Exaucé Malanda est allée à la rencontre de plusieurs Congolais. Ce sera dans votre rubrique Hello Refresh. Dans cette émission également, l'édito de Ibouba consacré aux opportunités de travail des jeunes. Au niveau street avec Ibrahima Dramé autour du forum Africa Forward, mais aussi un grand entretien avec Gilles Yabi, fondateur du think tank Washi, autour de la recomposition de l'Afrique de l'Ouest. Nous parlerons également de cyberattaques avec Gérard Dacosta, ingénieur en cybersécurité, alors que plusieurs données sensibles des citoyens sénégalais et institutions circulent actuellement dans le dark web. Innovation, culture seront également au rendez-vous avec Aminata Thiam et Laura. Merci d'être avec nous, c'est le Refresh et c'est tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans le Refresh. Willy Sadio. Bonjour. Bonjour. Alors, l'actualité de la semaine? Oui, alors aujourd'hui, on va parler de finances et d'économie au Sénégal, mais également en Afrique de l'Ouest. Merci Willy. Ibrahim Traoré, tu as fait un live TikTok tout à l'heure sur le plateau, on retient ça. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? Ne recule pas. Aujourd'hui, on parle d'Africa. Bonjour d'abord Diane, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on va parler d'Africa Forward, on va parler d'Emmanuel Macron, les relations entre la France et l'Afrique. Merci, merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, ce sera tout à l'heure sur le plateau. Ibouba, aujourd'hui qui donne des opportunités aux jeunes. Oui, quand on est étudiant, il nous faut des revenus supplémentaires ou intermédiaires pour consolider notre matinée, notre journée. Je vais donner des astuces où vous pourrez, depuis le Sénégal, aller gagner de l'argent. Je pense que 15 000 francs par jour, sans taxe, quand même, ça peut être intéressant. On parlera de ces opportunités. J'ai envie de dire que tout le monde sur ce plateau a besoin de revenus complètement. Pas seulement des étudiants. Mais aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Gilles Yabi, fondateur du think tank. Voici. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Un grand plaisir d'être avec vous. Merci, on parlera de la situation en Afrique de manière générale avec notre invité. Maintenant, sans tarder, l'actualité de la semaine, après juste cela avec Willy Sadio Dramé. On démarre l'actualité au Sénégal avec le CENTIF, avec la montée des fraudes financières. Contrairement à ce qu'on parle aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'alertes qui ont été évoquées par la CENTIF lors de la dernière publication de leur rapport. Effectivement, le rapport annuel 2025 de la CENTIF qui a été publié ce 13 mai 2026 à Dakar suscite de nombreuses réactions au Sénégal après la révélation de chiffres jugés préoccupants sur les flux financiers suspects et également sur le blanchiment d'argent, toujours au Sénégal. En effet, la cellule nationale de traitement des informations financières des CENTIF, pour ceux et celles qui ne savent pas bien sûr, est l'organisme chargé de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les fraudes financières au Sénégal. Alors, elle analyse les opérations financières suspectes signalées par les banques et autres institutions avant de transmettre certains dossiers à la justice pour enquête. Maintenant, selon ce rapport, plus de 866 déclarations d'opérations suspectes ont été enregistrées au cours de l'année 2025. La majorité provient des banques et établissements financiers, tandis que 37 dossiers ont déjà été transmis à la justice pour enquête. La CENTIF alerte surtout sur la montée des fraudes financières et des mécanismes de blanchiment d'argent de plus en plus sophistiqués. Parmi les pratiques identifiées, on peut citer par exemple l'utilisation des faux documents, des sociétés écrans, des comptes prête-noms, ou encore des dépôts massifs d'argent liquide sans justification claire. Le rapport également évoque l'importance prise par les plateformes numériques et les services de monnaie électronique dans les transactions financières. On parle de plus de 28 millions de déclarations de transition en espèces ont ainsi été recensées durant l'année 2025. Il y a un point très important également, c'est que les autorités constatent une évolution des méthodes utilisées pour contourner les contrôles financiers, ce qui est incroyable quand même, notamment à travers des montages bancaires complexes et des transferts difficiles à tracer. Cette publication, il faut le rappeler, intervient dans un contexte sensible pour le Sénégal, engagé dans le renforcement de sa lutte contre le blanchiment d'argent, mais également le financement illicite après sa sortie récente de la liste grise du GAFI en 2024. Aujourd'hui, ce rapport relance le débat sur plusieurs sujets, par exemple la transparence financière, mais également le contrôle des flux d'argent,
la cyberfraude et la capacité des institutions à lutter contre la criminalité financière au Sénégal, mais également en Afrique de manière beaucoup plus large. Merci Willy. Un rapport qui en dit beaucoup, Ibouba, aujourd'hui au Sénégal. Oui, quand on parle de transparence et d'éthique, il me semble que nos autorités étatiques et institutionnelles doivent donner l'exemple. La semaine passée, il y a le président ou le directeur de l'OFNAC qui interpellait que certaines autorités obligatoirement devaient faire leurs déclarations, ne l'ont pas fait. Donc le Sénégalais lambda peut être tenté. Donnons l'exemple pour prôner la bonne gouvernance. Merci Willy. Autre sujet qui a fait beaucoup réagir cette semaine, c'est les déclarations de l'économiste Ndongo Samba Sylla autour de la dette. Mais pourquoi ces propos relancent-ils le débat autour de la dette? On va continuer de parler finances, de dette, d'argent et de chiffres, car ces déclarations de Ndongo Samba Sylla, économiste et chercheur, intervenaient du moins dans le cadre de la conférence internationale sur la dette du Sénégal qui a été organisée à Dakar les 12 et 13 mai 2026, placée sous le thème crise de la dette au Sénégal vers des solutions durables et progressistes alternatives à l'approche austéritaire du FMI. La rencontre avait réuni des experts, mais également des économistes et anciens responsables politiques autour des questions liées à l'endettement du Sénégal, mais également aux alternatives économiques possibles. Selon le chercheur, le Sénégal fait face à une situation de dette plus lourde que ce qui était officiellement présenté auparavant. Voici le débat, parce que selon lui, une partie des engagements financiers de l'État ont été sous-évalués ou peu visibles dans les chiffres publics. Selon toujours le chercheur, le pays doit désormais renforcer la transparence budgétaire et le contrôle des finances publiques. Le débat s'est intensifié après des déclarations du nouveau pouvoir sur l'état réel des finances du pays et les discussions avec les partenaires internationaux comme par exemple le FMI, on en a parlé ici au Sénégal, et Ndongo qui critique depuis longtemps les modèles d'endettement africains, la dépendance financière, mais également certaines politiques économiques soutenues par des institutions internationales. Ces prises de parole suscitent beaucoup de réactions car certains saluent ces analyses critiques sur la souveraineté économique ici au Sénégal. D'autres estiment qu'il dramatise la situation ou défend une lecture trop politique de l'économie. Il faut savoir que le sujet est devenu très sensible ici au Sénégal car cela touche la crédibilité financière du Sénégal, les futurs emprunts internationaux, on en a reparlé ici, et la capacité de l'État à financer ses projets. Donc voici les points qui ont été développés plus tard, juste après sa prise de parole. Dette cachée, dette déclarée, au Sénégal, le débat autour de la dette est devenu un débat central. Gilles, vous êtes économiste, comment l'Afrique peut-il s'en sortir avec cette dette qui lui pèse en fait? Non, c'est vrai que c'est un sujet très, très important. Je pense qu'à nouveau, il est toujours important de ne pas parler d'Afrique de manière générale parce qu'il y a une très grande diversité de situations économiques, de situations politiques, de situations sécuritaires. Et si on revient à la question de la dette, les niveaux d'endettement des différents pays africains sont très différents. Et effectivement, on a aujourd'hui un problème réel au Sénégal qui est lié à cette histoire de dette cachée, mais c'est surtout une dette non reportée. C'est reported. Je pense que ça a été expliqué quand même un certain nombre de fois, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de la dette qui n'était pas révélée dans les chiffres officiels de la dette publique. Et donc, lorsqu'on rapporte ça au produit intérieur brut, à la production de richesse, on voit bien que le Sénégal, aujourd'hui, on estime qu'on est quand même, je pense, autour de 120% du PIB, ce qui est un chiffre très important en termes de ratio de la dette. Ce qu'il faut voir concrètement, c'est que lorsque vous avez un niveau d'endettement qui est très élevé, ça veut dire que vous devez bien sûr payer notamment le service de la dette, donc il y a le capital, mais surtout les intérêts. Et lorsque vous avez un niveau qui est aussi élevé, ça veut dire concrètement que le Sénégal a aujourd'hui à payer, disons, des tranches de service de la dette qui sont très élevées et finalement qui laissent peu de marge de manœuvre pour tout le reste. Et donc notamment pour la mise en œuvre du programme de développement des nouvelles autorités. Mais pour revenir à la question du débat lancé par cette conférence, je crois que d'une part, il est important qu'il y ait du débat public. J'anime un think tank et justement, j'estime que sur toutes les questions importantes pour nos pays, on a besoin d'espaces de discussion, de débats informés, sérieux, constructifs. Et je pense que c'est très bien qu'on ait eu cette conférence sur la dette et qu'on élargisse le sujet au-delà du Sénégal à la question de l'endettement en Afrique. Mais je pense aussi que sur cette question, il faut bien voir qu'on est dans une situation très concrète et très urgente et qu'on ne peut pas avoir seulement des débats, disons, un peu académiques sur la souveraineté parce qu'il n'y a pas de solution
à court terme, il n'y a aucune recette qui permettrait de diminuer de manière spectaculaire des niveaux d'endettement. Et il faut bien avoir aujourd'hui au Sénégal une vraie solution. Est-ce qu'on fait une restructuration? Est-ce qu'on fait un rechelonnement? Quelles sont les options? Recours au marché régional, toutes les options qui sont sur la table pour l'instant ne semblent pas tout à fait en mesure de répondre en tout cas à l'urgence de la situation. Et il faut aussi voir, et c'est peut-être le dernier commentaire là-dessus, on est dans un monde qui est hyper connecté avec des marchés financiers et donc tout ce qui se passe, toute information, y compris sur une conférence comme celle-là, en particulier lorsque des acteurs politiques y participent, tout cela est lu, tout cela est décrypté par tous ceux qui détiennent déjà une partie de la dette du Sénégal. C'est lu par les investisseurs, c'est lu par les agences de notation. La note du Sénégal a déjà été dégradée. Donc il faut faire attention. C'est un sujet qui est très sensible et qui a des implications concrètes. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'en a pas encore fini avec ce débat autour de la dette Willy Sadio. On se rend au Nigeria où un ancien ministre a été condamné à 75 ans de prison. Genre, c'est pour le reste de sa vie, quoi. Je suppose déjà son âge. Ah oui, on parle d'un monsieur de 68 ans, en tout cas, sont les informations que nous avons. Et ce n'est pas n'importe qui, parce que c'est l'ex-ministre de l'Énergie qui s'appelle Saleh Maman et qui a été condamné effectivement à 75 ans de prison. Pourquoi? Pour détournement de fonds, mais également pour blanchiment d'argent. Alors la décision a été rendue par la haute, du moins ça a été rendu public par la haute cour fédérale d'Abuja après plusieurs mois de procédures engagées par la commission nigérienne des crimes économiques et financiers, DEFC. Alors, selon les autorités, l'ex-ministre est accusé d'avoir blanchi près de 33,8 milliards de naira, soit environ 24 millions de dollars. Et les fonds ont été destinés à de grands projets hydroélectriques, comme notamment les barrages de Zinkoru et Mambila, Mambia. Alors, le tribunal l'a reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation liés à la corruption et au détournement de fonds publics. La peine doit être exécutée de manière cumulative, ce qui explique cette condamnation exceptionnelle de 75 ans de prison. Alors, il y a un autre élément marquant, c'est que Saleh Maman a été condamné en son absence, c'est-à-dire il n'est pas là-bas, il n'a pas été présent. La justice nigérienne a lancé un mandat d'arrêt et a demandé son arrestation afin qu'il soit transféré en prison. Cette affaire intervient dans un contexte particulièrement sensible au Nigeria, où les questions de corruption restent au cœur du débat public, notamment dans le secteur de l'énergie. Le pays fait face depuis plusieurs années à une grave crise électrique malgré son importante production pétrolière. On parle plus de 40% des Nigérians n'ont toujours pas accès à l'électricité selon plusieurs estimations. Alors qu'on parle quand même du Nigeria qui est un grand pays en développement, développé pour certains selon en tout cas. Et cette condamnation aujourd'hui relance plusieurs débats comme la corruption dans les institutions publiques, surtout ici en Afrique, mais également la gestion des fonds destinés aux infrastructures. Mais la lutte contre les détournements d'argent en Afrique, ce n'est pas seulement au Sénégal, mais c'est également dans les autres pays, comme on vient de le voir dans le cas du Nigeria. C'est un débat qui a été relancé, mais pour le moment, rappelons que l'ancien ministre de l'Énergie n'est pas dans le pays et il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé. Le blanchiment de capitaux, la fraude qui a ouvert Willet Informe et qui ferme Willet Informe. Merci beaucoup, Willy Sadio. L'actualité continue sur les plateformes digitales du Refresh. L'actu scrollé et c'est décrypté. Vous voyez souvent des carousels d'informations qu'on partage souvent sur nos plateformes digitales. On vous y explique l'actualité. On se rend en République démocratique du Congo, où aujourd'hui on parle de prénoms et de noms qui sont assez particuliers, assez spécifiques, on va dire. Mais aujourd'hui sur le plateau, vous n'avez pas Mamadou Dié, merci. Vous avez Ibrahim, bienvenue. Mais on sera en République démocratique du Congo pour voir comment est-ce que les gens choisissent leurs noms et prénoms selon le contexte et la situation, bien sûr. Reportage de Exaucé Malanda. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre depuis l'heure est fraîche. Au Congo-Brazzaville, mais également en République démocratique du Congo, certains noms attirent facilement l'attention. Dieu donné, Dieu merci, persévérance ou encore ça m'arrange. Ici, les prénoms ne sont pas seulement une simple identité, mais derrière eux se cache un véritable témoignage ou encore des histoires familiales. Mais la question est de se poser pourquoi les Congolais préfèrent-ils donner des adverbes ou encore des verbes comme prénom à leurs enfants? Allons donc à la rencontre de cette population pour en savoir un peu plus sur ce phénomène. Un parent qui a désiré avoir une fille
qui a souffert pendant longtemps sans en avoir. Et voilà que un enfant va naître. Il peut dire Dieu merci, il peut donner à son enfant le prénom Dieu merci ou ça m'arrange, en lien avec l'histoire que la personne a vécue. Nous donnons des enfants les prénoms de Dieu merci, ça ira, ça m'arrange, car dans des situations où tu n'attendais pas être enceinte et que ça arrive, tu ne peux que rendre grâce à Dieu et donner à l'enfant comme prénom Dieu merci ou encore ça m'arrange. Très présent au Congo-Brazzaville, les prénoms liés à Dieu traduisent souvent une profonde reconnaissance spirituelle. Pour certaines familles, nommer un enfant Dieu merci ou encore grâce divine revient à témoigner publiquement de leur foi. Pour moi, à l'époque, tout le monde disait que je suis stérile et que tous mes frères avaient déjà des enfants. Alors, des temps après, j'ai enceinté ma partenaire. Malgré des difficultés, nous avons eu cet enfant et on donna comme prénom à notre enfant Victoire que dira. Ce qui veut dire j'ai gagné, qu'est-ce que vous allez encore me dire? D'où ce prénom, Victoire que dira. Au Congo-Brazzaville, un prénom n'est jamais totalement anodin. Il porte un témoignage, une mémoire et parfois même toute une histoire familiale. Derrière chaque nom se cache un fragment de vie transmis dès la naissance. Et ici, plus qu'ailleurs, les prénoms parlent autant que les personnes qui les portent. Chacun a sa manière de rendre grâce à Dieu. Ibrahim Dramé, si tu devais donner un mot qui devait carrément remplacer ton prénom. Je l'ai dit tout à l'heure, en off, je peux le dire à l'antenne. Willy Sadio a dit, et il a assumé, c'est quoi? Oui, moi j'assume, ce serait money, ce serait l'argent. Willy, argent. Willy, argent, Sadio Diallo. Comme ça, à chaque fois qu'on dit Willy, on a dit tiens l'argent. Ibouba, je pense que c'est pas... Vraiment, c'est l'ami de Dieu. On saurait donner ça juste en français. L'ami de Dieu, Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. J'ai une spécificité africaine, mais qui en dit long sur nos traditions. Oui, je pense que c'est ce que je trouve vraiment intéressant, c'est justement cette ouverture sur tous les pays africains, cet effort justement d'aller voir voilà, comment on nomme les enfants, ce que ça nous dit sur la culture, ce que ça nous dit aussi sur la proximité en fait entre les cultures aussi africaines, puisque l'idée justement de reconnaissance, on la retrouve en fait dans beaucoup de pays africains. Bon, moi je suis aussi Yoruba du Bénin, les Yoruba on les trouve au Nigeria, il y a dans les noms Yoruba toujours une signification, en fait c'est des noms qui signifient quelque chose, soit par rapport à la lignée, par rapport au bonheur, par rapport à la reconnaissance, par rapport à la générosité, par rapport aussi à l'ordre d'arriver par exemple dans une famille. Mon premier prénom c'est Olakunle, qui en Yoruba signifie le bonheur remplit la maison. Évidemment, ce n'était pas une certitude, mais c'est plutôt un souhait. Voilà, qu'on laissait ça. Et donc, c'est le premier dans la liste officielle de mes prénoms. Il y en a 4. Et donc, ça traduit aussi à nouveau ces traditions des différents pays du continent. Merci beaucoup. Et on remercie Exaucé Malanda pour ce reportage. Exaucé. Merci. Soyez exaucé, comme on dit. Merci. Et tout de suite, l'édito avec Ibouba. Aujourd'hui, notre éditorialiste s'intéresse à une question qui intéresse plusieurs jeunes Africains. Comment trouver un emploi partiel en ligne? C'est une opportunité qui n'est pas donnée à tout le monde, mais que Ibouba va vous gratifier gratuitement sur ce plateau avec des tips. Pourquoi déjà cette volonté d'amener ce sujet aujourd'hui? Parce qu'en réalité, quand on est étudiant, on parle beaucoup plus de précarité. La bourse, elle est là, qui est une forme de solidarité nationale, mais qui ne suffit pas. Et les remous qui se font dans le milieu estudiantin, c'est toujours par rapport aux moyens de subsistance. Mais les étudiants et la connexion, c'est quelque chose qui est presque naturel. Un oiseau qui vole est presque naturel. C'est la même chose avec l'étudiant et ses besoins matériels. Ils sont tout le temps connectés, mais est-ce qu'on fructifie suffisamment? Il se peut. Vous allez sur LinkedIn, c'est une question de prestige, c'est du marketing, de l'orgueil, le LinkedIn. Et il y a autre chose, il y a des plateformes où si vous y êtes, au bout de 3 heures, 4 heures, vous êtes capable de gagner 15 000 francs CFA, 20 000 francs CFA. Je ne sais pas chez les autres, mais ceux de ma génération, 15 000 francs CFA nous semble acceptable. D'autant plus que dans le pays, au Sénégal, ici, le SMIC est au maximum, allez,
entre 68 000 francs CFA à 71 000 francs CFA. Alors, étant étudiant, étant finissant, étant dans une formation professionnelle, j'ai ma connexion, j'ai un ordinateur portable, j'ai mon smartphone, mais je dois aller sur ces plateformes. En allant sur ces plateformes, je m'inscris. Après inscription, j'accède aux offres et avec ces offres-là, je dois travailler. Prenons, je prends 3 heures de temps ou 4 heures de temps. Peu importe l'heure, c'est ouvert 24 heures sur 24. Je remplis certains formulaires, je réponds à certaines questions, je fais certaines démarches, j'alimente du contenu et on me dit, vous avez à peu près 10 $. 10 $ me ferait 5 000 francs CFA. Mais si je cumule 4 heures, 5 heures, si dans la semaine, je parviens à faire 15 heures de temps, mais au moins, je pourrais me retrouver entre 150 $ à 200 $. 150 $ tournent autour de 80 ou 100 000 francs CFA, selon les fluctuations, mais c'est intéressant, qui n'ont rien à voir avec ma bourse, qui n'ont rien à voir avec la pécule que mes parents ou ma famille me donnent en guise de solidarité, et j'apprends d'un côté à travailler, à fructifier mon temps, donc à faire la gestion de mon temps. Il me faut dormir tant, il me faut tant de loisirs, il me faut tant de révision et il me faut tant de production, de travail pour avoir un gain. Et j'apprends à être autonome parce que l'argent là que je vais aller gagner, mais je ne vais pas le dépenser n'importe où. J'apprends à être gestionnaire. C'est de l'économie familiale, par commencer par l'économie individuelle. Et j'aurai un impact dans un terrain où je m'entraîne pour que demain, quand je vais réellement gagner de l'argent, comment gérer ça? Maintenant, Ibouba, concrètement, comment ça se passe dans les faits? Je suis un jeune qui est souvent sur les réseaux sociaux, je clique sur Google, comment gagner de l'argent sur Internet, j'ai les outils facilement? Oui, les outils vont être parmi les pages d'illustration et dans nos plateformes. Il faut aussi quand même ça. Hein? Il faut comprendre que si vous allez sur Toloka, vous téléchargez l'application, il y a toute une procédure. C'est comme création d'un email. Quand vous allez sur Google ou Gmail pour créer votre mail, c'est la même procédure. Vous fournissez certaines informations. Et ensuite, vous alimentez l'IA. Par exemple, on peut se retrouver avec un prestataire qui dit, écoutez, moi, je veux que vous alimentez l'IA en mettant ce formulaire-là, remplissez à travers des photos ou des vidéos, si vous prenez du café, par exemple. Filmez que vous prenez votre café. Mais quand vous prenez votre café... Vous entraînez l'IA. Exactement. Il faut nourrir l'IA. Plus on nourrit l'IA, mais le prestataire derrière, il pourra lui-même après dire que mon IA est performant. Parce que si l'IA n'est pas performante, c'est parce que juste n'est pas très bien alimenté. Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'arnaque? Alors, même pour marcher dans la rue à Dakar, il y a risque d'arnaque. Nous le savons tous. Même pour conduire, il y a des accidents. Ça n'empêche pas que les conducteurs s'arrêtent de dire « Ah non, j'ai rencontré hier un accident ». La vie, elle est faite de risques. Et la vie, elle est injuste. Est-ce que vous allez faire juste le focus sur les éléments négatifs ou les opportunités? Allons vers les opportunités. Je n'ai pas encore vu quelqu'un être dans les nuages et cultiver la terre. Personne n'avait vu Sadio Mané dans son village de Bambali et jouer à Liverpool. Il faut être au niveau du terrain, commencer, et après il y a des règles de bon sens. Si on vous demande certaines choses, vous savez exactement c'est interdit, et vous pouvez même dénoncer au niveau de la cybercriminalité. Les éléments qui vont être partagés, c'est d'abord fiable. C'est dans des pays où le contrôle est plus élevé que notre pays. Certains sont des organismes hollandais, d'autres c'est la partie francophone. Et il y a d'autres par contre comme Malte. Si vous n'y allez pas avec une VPN, vous ne pouvez pas vous y connecter. Parce qu'ils ont mis des restrictions dans certaines adresses IP qui sont exogènes. Mais Ibou, aujourd'hui, ce que tu dis là, c'est bien, c'est magnifique pour les jeunes. Mais comment est-ce que nos États, l'État peut organiser, encadrer ou donner à nos jeunes ce genre d'opportunités? En réalité, l'État a eu, disons, 700 procédures à dématérialiser. L'État aurait commencé d'abord à faire. L'État n'a pas vocation à faire certaines activités sur le numérique. Je prends un exemple. Quelqu'un qui viole quelqu'un à Kolda, qui est condamné à Kolda, peut se retrouver à Dakar. Son casier judiciaire doit être fait, mais il s'avère que l'individu même, en étant ici à Dakar, on n'a pas de traçabilité. Il se peut. Ça, c'est un fait. L'autre fait, quand on veut être un guide touristique, on va faire une plateforme dématérialisée. Mais qu'est-ce qui fait le suivi? S'il y a 700 procédures à dématérialiser, si l'État avait pris 700 startups, ou si l'État avait pris 10 startups et les donnait 700 procédures, ou si l'État avait pris 70 startups en les donnant 10 procédures, ça permettrait ces emplois-là.
Les emplois à distance peuvent se faire. Je pense que c'est une réelle opportunité pour les jeunes. Maintenant, on va tous s'y mettre. Tu partages les liens, on se connecte quand? Tu partages les liens où? Si vous y allez, nous sommes déjà dedans. Si vous n'y allez pas, nous sommes déjà dedans. Mais il faut d'abord aimer le khalis. Oui, aimer le khalis. Je pense que ça, ce n'est pas un verbe qu'on doit apprendre à conjuguer ici dans ce pays. Merci beaucoup Ibou pour l'édito. Merci, on se dit la semaine prochaine. On continue avec le street de Ibrahima Dramé. Le street, c'est avec Ibrahima Dramé. Chaque semaine, il vient sur ce plateau, il nous explique une thématique, un sujet qui a marqué l'actualité durant cette semaine. Et durant cette semaine, il y a 2 vidéos qui ont particulièrement marqué ton attention. On regarde. Already? You're not waiting your turn. I will make order. Excuse me, everybody. Hey! I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people. And we play in the same game. Okay? Thank you. Voilà l'ancien réflexe. Le professeur qui rappelle la salle à l'ordre. C'est involontaire sans doute, mais c'est révélateur d'un état d'esprit qui a longtemps caractérisé les relations entre la France et l'Afrique, un rapport de dominant à dominé, presque naturalisé. Mais plus tard, on verra Emmanuel Macron échanger des passes avec le président Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, mais également William Ruto, le président du Kenya, en mode très, très décontracté. Alors, et dans son discours, il va encore plus loin. Il s'autoproclame le vrai panafricaniste et annonce qu'il veut tourner définitivement la page du précaré français. Alors, le précaré, c'est cette zone d'influence exclusive que la France s'est arrogée sur l'Afrique francophone. Mais pourquoi, en fait, on a organisé ce sommet au Kenya? Alors, ce n'est absolument pas un hasard. C'est même le signal pour moi le plus fort de ce sommet. Depuis 1973, c'est la première fois que le sommet France-Afrique quitte les terres francophones pour s'installer en terre anglophone. Et ce n'est pas un choix anodin, c'est presque pour moi un aveu. La France est en train de perdre son Afrique francophone, expulsée successivement du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La France est en train de voir ses bases militaires fermées et ses accords de défense résiliés. Eh bien, il faut toquer à une nouvelle porte. C'est là où l'Afrique anglophone entre en jeu. Et quoi de mieux que le Kenya, un pays anglophone, stable, économiquement dynamique, mais également qui n'a jamais été colonisé par la France, qui n'a donc pas de quoi lui en vouloir. C'est bien trouvé. La France a choisi le Kenya pour y tenir en fait, ce sommet France-Afrique. Mais dans le contenu, on a vu beaucoup d'influenceurs, de jeunes entrepreneurs issus de l'Afrique francophone qui étaient présents sur place. Exactement, et c'est la nouveauté dans la méthode. C'est fini, les salons feutrés. Maintenant, place au digital. C'est devant plus de 500 jeunes étudiants et entrepreneurs qu'Emmanuel Macron a choisi de s'exprimer au niveau en tout cas dans l'enceinte de l'université de Nairobi. Des influenceurs ont été invités, des artistes, des créatifs. En fait, l'Élysée a compris que la bataille de l'image se gagne maintenant sur TikTok avant de se gagner dans les palais. La bataille de l'image se gagne sur TikTok avant de se gagner sur le palais. Pendant ce temps, la France est concurrencée sur le terrain par d'autres acteurs. Exactement. La Chine et les chiffres sont monstrueux. La totalité des échanges, en tout cas les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique sont estimés à 30 milliards de dollars. Bien, tenez-vous bien, la totalité des échanges entre la Chine et l'Afrique sont estimés à 300 milliards de dollars.
il n'y a absolument pas compétition à la matière. C'est 10 fois plus. La stratégie chinoise, en fait, elle est redoutablement efficace parce qu'elle repose sur 3 piliers. D'abord, l'Afrique comme débouché massif pour ses produits manufacturés à des prix imbattables. Ensuite, des relations privilégiées avec des gouvernements en place sans conditions politiques ni leçons de démocratie. Et enfin, il y a les méga projets d'infrastructure. Alors oui, la France débarque à Nairobi avec 23 milliards de dollars et un ballon de foot, mais la Chine, elle est là, elle est présente avec des stades, avec des usines, avec des routes. La compétition est quand même assez en retard du côté de la France. C'est un move naturel, comme on dit, mais réfléchi, basé sur des recherches et un constat naturel sur un monde qui évolue et une Afrique aussi qui se développe. Merci beaucoup, Ibrahima Dramé. Et tout de suite, place à l'invité. Merci beaucoup. L'Afrique de l'Ouest traverse des situations assez compliquées et qui de mieux pour parler de cette situation que Gilles Yaby, fondateur du think tank Wati. Gilles Yaby, bienvenue encore une fois sur ce plateau. Merci. Au vu du contexte économique, peut-on dire qu'actuellement, la crise que subit l'Afrique de l'Est n'est pas seulement une crise qui concerne les pays du Sahel, mais la CEDEAO dans son ensemble? Je crois que l'Afrique de l'Ouest traverse effectivement aujourd'hui une crise très importante sur le plan sécuritaire, sur le plan politique principalement. Mais évidemment, lorsqu'on a une crise et de graves difficultés sur ces deux plans, cela induit aussi forcément en réalité des difficultés sur le plan économique et social et donc sur tous les autres plans. Ce n'est pas une crise qui se limite de mon point de vue au Sahel, parce que le regard que je porte sur la région, c'est aussi un peu un regard sur la durée. Avant de créer Wati, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour une institution non gouvernementale d'analyse de conflits armés, International Crisis Group, et je travaillais notamment sur l'Afrique de l'Ouest. Et entre le moment où j'ai commencé à travailler sur ces questions de paix et de sécurité aujourd'hui, ce que j'observe, c'est effectivement une détérioration très importante de la situation sécuritaire dans un nombre croissant de pays de la région. Donc non seulement la crise au Mali, la crise contemporaine, c'est 2012, on est en 2026. Ça fait 14 ans. Ceux qui ne suivent pas depuis longtemps perdent de vue que c'est une crise qui s'inscrit déjà dans la durée et que la situation se détériore. Ça veut dire qu'on pourrait tout à fait perdre 20, 30 ans en réalité au niveau du Mali. Et c'est une crise qui s'est étendue à l'environnement immédiat puisqu'on est passé du nord du Mali au centre et ensuite vers les zones frontalières avec le Niger, avec le Burkina Faso. Et on a une situation aujourd'hui qui est aussi dramatique au Burkina Faso, par exemple, qu'au Mali. Le Burkina Faso, depuis quelques années, était même parmi les pays les plus touchés par le terrorisme dans le monde. Il était numéro 1 il y a 2 ans, et maintenant il est numéro 2 dans les classements officiels lorsqu'on considère les victimes du terrorisme. Et vous avez 4 ou 5 pays d'Afrique de l'Ouest qui font partie des 10 pays les plus touchés par le terrorisme. Vous avez les 3 du Sahel central, et vous avez aussi le Nigeria qui est dans cette liste depuis de nombreuses années. Et vous avez de nouveaux pays, des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, comme le Bénin, comme le Togo, qui apparaissent de plus en plus dans ces classements depuis 3-4 ans, alors qu'ils n'étaient absolument pas présents parce qu'il n'y avait jamais eu en réalité d'actes terroristes, par exemple, dans un pays comme le Bénin. Donc, ça veut dire que vous avez une détérioration dans la durée, mais vous avez aussi une extension géographique, en fait, des zones d'insécurité et une extension des zones où vous avez aujourd'hui des groupes armés irréguliers, que ce soit des milices, que ce soit des groupes qui se revendiquent djihadistes, que ce soit des groupes indépendantistes. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de bandes armées dans nos pays d'Afrique de l'Ouest. Et à nouveau, au-delà du Sahel, on a déjà des pays côtiers, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Ghana, qui sont directement touchés. Et on a un pays, le Sénégal, qui est quand même voisin immédiat du Mali, il ne faut pas l'oublier. Et lorsque vous avez une progression des groupes de l'autre côté de la frontière, quand ça se rapproche de votre frontière, un pays qui a un voisin qui est en insécurité, il doit considérer qu'il est lui-même automatiquement menacé, il doit être particulièrement vigilant. Et justement, ce qui me pousse à vous poser la question suivante, c'est aujourd'hui, comment analysez-vous l'usage du concept de souveraineté par certains régimes de transition et où se situe la frontière entre souveraineté affirmée et isolement diplomatique? Oui, alors, on retrouve aujourd'hui systématiquement le thème de souveraineté, d'ailleurs pas seulement dans les pays du Sahel, on le retrouve un peu partout.
sur le continent et en particulier, je dirais, en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est d'ailleurs intéressant parce que dans d'autres parties du continent, on parlait du Kenya tout à l'heure, de l'Afrique de l'Est, si vous allez en Afrique australe aussi, on ne parle pas beaucoup de souveraineté, pas parce que ce n'est pas important, mais parce qu'ils considèrent que, dans leur tête, ils considèrent qu'ils sont déjà libres et qu'ils font des choix et que même lorsqu'ils s'allient avec des partenaires, ben c'est un choix qui est fait et c'est un choix qui est pragmatique. Mais c'est vrai que dans notre partie du continent, cette revendication de souveraineté, elle est très forte. Je pense qu'elle est légitime parce qu'il y a un changement générationnel et c'est le cours naturel de l'histoire, de mon point de vue, qu'au Sénégal, qu'en Côte d'Ivoire, qu'au Mali, qu'au Niger, les jeunes aient envie de relations qui soient aujourd'hui des relations qui ne soient plus marquées par l'héritage colonial et que ce soit des relations où on a le sentiment qu'on fait nos propres choix. Mais dans le contexte notamment des pays qui sont en insécurité, comme les pays du Sahel, c'est très bien de vouloir être souverain, mais à nouveau, lorsqu'on est dans des situations les plus difficiles, ce n'est pas tout à fait le meilleur moment en réalité pour, en tout cas, mettre l'accent seulement sur le discours sur la souveraineté. La souveraineté, ça se construit. Et à nouveau, lorsque vous ne contrôlez déjà plus votre territoire, lorsque vous avez des forces de sécurité qui sont en grande difficulté, vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de garder, de cultiver des alliances avec les pays voisins, mais aussi avec des puissances qui peuvent vous faire du bien, mais qui peuvent vous faire aussi beaucoup de mal si vous les affrontez directement. Donc c'est de ce point de vue-là que je pense que le discours sur la souveraineté, à nouveau, il est légitime, mais lorsqu'on fait face à des situations extrêmement difficiles, comme celles auxquelles font face les pays du Sahel, avec des conséquences pour l'ensemble de la région, on ne peut pas à nouveau aujourd'hui se contenter de parler de souveraineté. On doit regarder la réalité en face et rechercher des solutions qui permettent d'éviter la poursuite de cette dégradation de la situation sécuritaire. Parfois, des personnes ont le sentiment que je suis un peu alarmiste lorsque je parle de la situation dans la région, mais à nouveau, ce qu'on ne voit pas, c'est que ce qui est en train de se passer au Mali, les scénarios qu'on voit venir, ces scénarios peuvent être catastrophiques pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est un scénario de fragmentation durable d'un pays de la région ou de plusieurs pays de la région, et ça induit nécessairement de l'instabilité dans tous les autres pays, y compris ceux qui font des progrès sur le plan économique. Tout cela peut être stoppé par une dégradation sécuritaire. À quoi devrait ressembler concrètement aujourd'hui une solution africaine crédible, ancrée dans les réalités locales? Alors, ce que je dis moi souvent, c'est que oui, il faut des solutions africaines ancrées dans la réalité locale, mais il faut d'abord des solutions qui marchent, des solutions qui permettent de répondre aux défis. Qu'elles soient africaines ou pas d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, lorsqu'on est en face d'une menace aussi importante que celle d'un effondrement sécuritaire ou d'un effondrement de l'ordre politique, pour moi, il faut des solutions qui permettent d'éviter à nouveau les scénarios du pire. Qu'elles soient africaines ou pas, que ce soit des solutions. Bon. Alors évidemment, puisque ce sont des situations qui concernent les pays africains, il est évident de toute façon que ces solutions seront en grande partie africaines parce qu'elles ne peuvent qu'émaner des populations des pays concernés et émaner aussi des pays voisins qui sont concernés, comme je viens de l'expliquer. Et donc, oui, il faut des solutions aujourd'hui à la crise au Sahel, mais il faut reconnaître que parce qu'on a fait chaque fois qu'on avait la possibilité de faire peut-être des choix différents, on a fait, je crois, les mauvais choix. Donc, les options sont de plus en plus limitées. Quand, sur une quinzaine d'années, vous avez des moments où vous pouvez faire des choix politiques qui vont réduire les risques. Si vous ne faites pas les bons choix, en fait, vous aggravez la situation et vous vous enfermez de plus en plus dans une forme d'impasse. Et donc, on n'a plus aujourd'hui toutes les solutions qu'on avait même il y a 5 ans. Donc, ça va être très difficile. Pour le Mali et pour les pays du Sahel, je pense qu'il y a au moins 2 urgences. La première, c'est le fait d'essayer de former un nouveau bloc politique, c'est-à-dire de faire en sorte que face à ces menaces-là, on puisse avoir toutes les forces vives de ces pays qui puissent discuter. Et cela suppose que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, parce qu'ils ont quand même la force militaire, qu'ils acceptent
d'écouter au moins les autres voix. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faut qu'il y ait une évolution de ce point de vue-là. Parce que s'il n'y a pas d'évolution de ce point de vue-là, en fait, on reste toujours dans une logique un peu d'enfermement. Et ce groupe-là, même au sein de l'armée, par exemple, tout le monde n'est pas d'accord avec les orientations qui sont prises par ceux qui sont au pouvoir. Donc il faut absolument qu'il y ait de l'ouverture pour qu'on puisse avoir un bloc politique qui soutienne aussi, bien sûr, un bloc militaire. Il ne faut pas que les armées s'effondrent, évidemment, mais il faut, je pense, sortir à nouveau des orientations de ces dernières années qui, concrètement, se traduisent quand même par beaucoup de personnes en prison, beaucoup d'acteurs civils et de militaires en prison, et beaucoup dans la diaspora, et aucune possibilité, à nouveau, de s'entendre sur un socle commun pour sortir de la crise. L'autre urgence, c'est la collaboration avec les pays voisins, avec la région. Comme vous le savez, ces 3 pays sont sortis de la CEDEAO. Pour moi, c'est une fragmentation régionale qui ne fait que nous affaiblir collectivement. À défaut de les faire revenir, je ne pense pas que ce soit imaginable à court terme. Je pense qu'il faut absolument urgemment travailler à ce qu'il y ait de la coopération, au moins sécuritaire, qui permette à nouveau de se protéger collectivement face à une menace qui est une menace elle-même à nouveau collective en Afrique de l'Ouest. Ça suppose vraiment de comprendre que la diversité peut être une richesse et à condition qu'on respecte à nouveau chacun des groupes ethnoculturels du pays. La diversité est une richesse et l'Afrique a ses réalités. Il est important que les politiques et les généraux tenants du pouvoir puissent avoir une lecture plus large de la situation. C'était tout pour cette première partie. Merci beaucoup, Giliaby. Bienvenue sur cette deuxième partie de l'émission. C'est toujours un plaisir qu'on accueille Laura. Merci. Laura, comment on dit tapoter en live? Tapoter en live? Ouais. C'est simple. Tu regardes la caméra, tu dis à tout le monde abonnez-vous et tapotez en live. Merci beaucoup, Laura. On est amis de ce charme aussi. Madame Culture, Madame Fierté Locale. Hello tout le monde, toujours un plaisir d'être parmi vous. Toute radieuse. toute radieuse et toute fraîche. Ouais, c'est le refresh. Et tout de suite, la deuxième partie de cette émission, on démarre avec ce fléau qui attaque le Sénégal actuellement, ces différentes cyberattaques. Le pays est devenu vulnérable. La multiplication des cyberattaques au-delà des institutions et des biens et des entreprises ou même des citoyens. Comment expliquer cette vulnérabilité du Sénégal face aux cyberattaques? Des gigas de données concernant des citoyens, des institutions qui se retrouvent dans le dark web. Le dark web, c'est ce système où certains ont accès à plusieurs contenus frauduleux, où les gens peuvent acheter et vendre en même temps. Mais comment est-ce que le Sénégal est devenu vulnérable? On en parle avec cet entretien avec Gérard Dacosta, ingénieur en système informatique. La question n'est pas de se poser pourquoi le Sénégal est vulnérable aux cyberattaques, mais la vraie question, c'est pourquoi le Sénégal n'est pas résilient face aux cyberattaques. Parce que toutes les puissances, même les grandes puissances, sont victimes de cyberattaques. Parce que la sécurité à 100% n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est la capacité à réagir après une attaque. Et donc, c'est ça qu'on appelle la résilience. Donc, aujourd'hui, c'est là qu'il faut se poser la question. Et c'est là que se trouve le vrai problème. Et pourquoi cela? C'est parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a mis en œuvre beaucoup de solutions, beaucoup de lois et autres. Mais il faut savoir qu'on n'a pas une loi sur la cybersécurité. Nos lois sur la cybercriminalité et la protection des données personnelles datent de 2008. Et aujourd'hui, on a un cadre éclaté en matière de numérique et de cybersécurité. Chacun veut prouver à l'autre, en fait, c'est moi qui dirige. Et donc ça crée vraiment un climat instable pour la cybersécurité du Sénégal. Le dark web, c'est un Internet profond. Où vraiment il n'y a pas en fait aujourd'hui de limite par rapport à certaines choses que l'on peut faire sur Internet. Donc là-bas, on peut vraiment commander de la drogue, des armes et beaucoup d'autres choses. Pour le Sénégal, c'est une mauvaise publicité parce que les investisseurs peuvent fuir et peuvent dire que le Sénégal est victime toujours de cyberattaques. Ça veut dire que leur investissement n'est pas protégé. Donc vraiment, l'État doit prendre en compte tout cela et mettre en place vraiment des stratégies sûres. Donc pour les solutions, moi j'ai écrit un livre blanc sur la cybersécurité et la souveraineté numérique. J'ai fait le constat, l'état des lieux et même j'avais averti depuis, vu la situation, nous risquons d'avoir beaucoup de cyberattaques et même aller vers le blackout total. Face à cela, j'ai proposé la mise en place d'une haute autorité de cybersécurité. Donc on a la DCI, renforcer sa position.
De plus en plus de jeunes Sénégalais s'intéressent à l'intelligence artificielle, mais très peu l'utilisent de la meilleure des manières. Je pense qu'on vient de voir un sujet sur la cyberattaque et la cybersécurité. Les suggestions préconisées par Gérard Descostal, le Sénégal a besoin d'ingénieurs en informatique et aussi d'experts en cybersécurité. Mais aujourd'hui, d'autres s'illustrent dans une autre manière avec l'intelligence artificielle et c'est ça que nous allons voir maintenant avec économie et fierté locale avec Aminata Thiam. Aminata Thiam, tu nous parles aujourd'hui d'un profil rare, particulier, mais qui a réussi à faire partie des 30 jeunes les plus inspirants désignés par Forbes Afrique. C'est ce qui justifie d'ailleurs ce large sourire que j'ai aux lèvres, parce que ça me fait toujours plaisir de parler des talents africains et particulièrement sénégalais. Et là, aujourd'hui, on s'intéresse à Alioune Badara Mbengue. Certainement, vous en avez entendu parler. Son objectif, c'est de lever les barrières linguistiques au Sénégal à travers le numérique. À travers sa start-up Andakia, il a mis en place une intelligence artificielle dénommée Awa. C'est une intelligence artificielle dédiée aux langues locales africaine. Elle est capable de comprendre et de parler le Wolof, la langue largement parlée ici au Sénégal. C'est comme un assistant artificiel qui permet d'orienter. Vous pouvez avoir des informations à travers cette intelligence artificielle, faire des commandes. Et pour ceux qui ne sont pas alphabétisés et qui ont des connaissances assez limitées, elle leur permet d'avoir accès à certaines informations. Ce qui est bien avec cette intelligence artificielle, même l'usage que même ce projet, parce que tout projet numérique se base sur une problématique locale. On en a dit, il y a rare des outils d'intelligence artificielle qui se posent des questions par rapport à notre réalité. Et je pense que lui, il a essayé, partant d'un constat, que rares sont les IA qui proposent des solutions basant sur nos réalités et surtout les problèmes de traduction avec nos différentes langues locales. Et justement, il faut savoir que c'est une interface de programmation, une interface vocale intégrable à des applications web. Tu en as parlé tout à l'heure, et mobile également, ou des plateformes comme WhatsApp. Elle permet aux entreprises, institutions ou même particuliers d'interagir en Wolof avec des services numériques qui contribuent ainsi à l'inclusion numérique. C'est très important, c'est très important. Regardons cet élément qui met en valeur et qui met en exergue ce talent local qui s'exprime. Nous pensons très fermement chez Andakia que le secteur privé doit mener justement la plupart de ces changements-là, pouvoir faire en sorte que la technologie aide à résorber le gap, notamment celui du non-accès au savoir, aux services à cause de la barrière linguistique. Nous avons créé une panoplie d'outils d'intelligence artificielle qu'on a appelé AWA, qui se spécialise justement dans le traitement de ces langues-là et qui permettent aujourd'hui à des acteurs publics comme privés de pouvoir toucher une grande partie de la population qui était exclue des avancées technologiques parce qu'ils ne s'expriment pas forcément en français ou en anglais, en tout cas dans les langues dans lesquelles la plupart des technologies étaient créées jusqu'ici. Et on permet à un citoyen, à un étudiant, à un chauffeur de bus de pouvoir parler dans la langue qu'il comprend à la technologie et d'avoir accès au savoir, à la connaissance et aux différents services. Aminata Thiam, souvent ces profils ont un problème de perspective, d'accompagnement, de suivi, de soutien. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il aille au-delà de ce projet? Oui, on peut s'y attendre. Déjà, vous l'avez certainement suivi à un entretien qu'il a eu à faire avec Forbes Afrique. Déjà, il s'est fait fortement remarquer à travers sa création. Et quand on parle de son parcours, il faut savoir qu'il a remporté le premier prix de l'innovation 55 heures organisé par l'Organisation internationale de la francophonie. Ce qui n'est pas rien. En 2017 déjà, il avait reçu le prix du jury lors du programme Univenture porté par Carthage Business Angel et l'incubateur Wiki Startup, entre autres, pour dire qu'il y a des talents assez nombreux comme ça sur le plan africain à promouvoir. D'habitude, on parle beaucoup de visibilité, c'est la majorité du problème qui se pose, mais avec ce genre d'initiative, il gagnerait bien à être accompagné par nos autorités. Ce qui est très important, c'est un talent local, mais surtout qui propose des solutions adaptées à nos réalités. Merci Aminata Thiam. C'est avec grand plaisir. La prochaine fois que ce soit en bleu, mais tu es radieuse aujourd'hui. Merci. Tout de suite, culture avec Laura. Je sais que si ce n'était pas le plateau de Refresh, il serait actuellement à Saint-Louis pour le festival de jazz.
Willy Sadio, Ibrahima Dramé. Ouais, quand même, ça c'est sûr, hein, franchement. C'est sûr. On allait participer avec Laura, bien sûr, on ne va pas oser y aller sans toi, hein, quand même. Mais je sens que Laura, ils vont suivre la tendance, c'est-à-dire que ce n'est pas pour faire le festival de jazz qu'ils vont y aller, mais pour d'autres festivités. Et c'est notamment l'objet de ton sujet culture d'aujourd'hui. Effectivement, c'est l'objet de la chronique du jour. Donc effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que la 34e édition du Festival de Jazz de Saint-Louis a démarré donc ce mercredi. Donc c'est du 13 au 17, comme d'habitude à Saint-Louis bien sûr. Donc c'est une date qui est importante pour le calendrier effectivement culturel de l'année. Hein. C'est un événement phare. Et en parallèle en fait de ce festival de jazz qui s'est ouvert ce mercredi 13 mai, nos équipes sont allées à la rencontre d'un spécialiste de la question du jazz, effectivement, le professeur Magaye Kassé, avec qui nous avons pu discuter. Les cales des navires des négriers ont emporté aussi avec eux toute une culture musicale, entre autres. Et donc, il y a toujours une dominante africaine, des racines africaines dans cette musique qui est faite. Et donc, dans cet essai, j'ai essayé d'expliquer que même ayant puisé dans la musique européenne, les esclaves du Congo Square, d'ailleurs, Alioune Wade en parle beaucoup dans son ouvrage, enfin, disons son opus, et un documentaire qui parle de l'Afrique et du Bayou, le Mississippi. Donc, j'ai dit que, indéniablement, le Racine a puisé sans aucun doute dans la musique européenne, disons des mélodies, des rythmiques, singulièrement empruntées à une tradition musicale européenne, mais ça n'empêche pas que le fond, c'est le fond musical africain. Le jazz, pour nous, c'était quelque chose qui s'est affirmé très tôt. Dans le temps où cette étude porte sur le jazz au Sénégal, de 1945 à 1960, mais il y a eu toute une flopée de très bons musiciens qui forcément n'ont pas fait le solfège ou les académies de musique, mais qui à l'oreille déjà. Donc reprenez le bebop, reprenez le swing, reprenez beaucoup de variétés, disons, de genres dans le jazz, puisque le jazz lui-même est un genre, mais disons beaucoup d'orientations du jazz plutôt, pour être un peu plus précis, et qui donc ont montré la vitalité du jazz au Sénégal. Et au-delà du Sénégal aussi en Afrique. Quand je dis le Sénégal, c'est pas seulement Saint-Louis, c'est Thiès, c'est Kaolack, avec le Pigalle Jazz, le Tropico Jazz, et aussi dans la sous-région, avec le Bembeya Jazz, déjà le nom, Bembeya Jazz, vous voyez, Pigalle Jazz, le Tropico Jazz, le Star Jazz. Merci beaucoup au professeur Magaye Kassé pour cet entretien. On connaît un petit peu déjà ceux qui sont ici et encore pas assez, mais c'est ce dont on parlait effectivement dans l'interview avec le professeur. Et ce qu'il disait surtout, c'est que vraiment, toutes ces personnes-là, c'est parce qu'elles ont appris. Il y en a qui avaient l'oreille certes musicale, la sensibilité au jazz, mais il y en a qui se sont formés à la maîtrise des instruments, que ce soit le piano, la guitare, la basse, les percussions. Donc on parlait en fait du fait qu'il y a tout un monde à rebâtir autour de quelque chose qui existe déjà, qu'il faut renforcer, qu'on peut aller valoriser à l'international comme tu l'as dit. Et voilà, c'était un peu son avis que je pense on peut partager. En tout cas, c'est une belle vitrine hein, pour le Sénégal durant cette période. On se rend qu'il y a, comme l'a dit tout à l'heure Laura, il y a de grandes sommités de ce genre musical qui sont présents au Sénégal. Exactement. Moi, ce que je voulais dire, c'est de profiter au fait de ce festival-là, de l'engouement qu'il y a autour de ce festival, parce qu'on est en train de voir une certaine, un certain engouement, j'ai envie de dire, par rapport à cette jeunesse dakaroise et sénégalaise d'une manière générale. N'y va pas pour écouter le jazz. Mais justement, l'idée c'est de faire en sorte qu'en fait toute cette jeunesse qui va se retrouver à Saint-Louis, certes, ce n'est pas exclusivement pour le jazz, mais de les amener de les amener à comprendre c'est quoi le jazz et de leur faire aimer ce type de musique, quoi. Moi, par contre, ce qui m'intéresse, moi, j'aime bien l'ambiance. Moi, j'aime bien quand il y a la joie et tout ce qui va avec. J'ai vu une vidéo circuler sur les réseaux sociaux. Les gens dansaient dans la rue, il y avait une bonne ambiance. C'était en face de Farmers Café. Voilà. C'était dans la ville de Saint-Louis, en face de Farmers Café. Moi, sincèrement, ça me donne envie. J'ai jamais posé les pieds à Saint-Louis, mais j'aimerais bien y aller à cause de ça. Moi, je pense qu'en fait,
y a un mix à faire, Laura, entre ce festival qui attire du monde, où il y a carrément une partie où le concert se déroule d'un côté, ou de l'autre côté, des jeunes se regroupent, comme il l'a dit tout à l'heure. Je pense que c'était en face du fameux café en ville, où les jeunes font carrément des concerts qui n'ont rien à voir avec le jazz. Il y a comme des contre-soirées. Exact, il y a comme des contre-soirées, mais c'est quand même, c'est l'événement qui les rassemble. Je pense que même actuellement à Saint-Louis, en fait, tous les résidents sont bookés. Ouais, Ah oui, tous les résidents, toujours. Il y a des offres carrément, comme à la Biennale. Hein. Même quand on parle de jazz, bon, moi j'écoute de la musique, hein, c'est un peu bizarre. Ça me rappelle un peu. Ça me rappelle un peu Aretha Franklin, par exemple, qu'on connaît aux États-Unis, une personne que j'écoute beaucoup. Il faut savoir que le jazz, c'est pas seulement de la musique, c'est pas seulement une mélodie. Il y avait des messages, il y avait des combats, il y avait des luttes derrière. Raison pour laquelle aujourd'hui on continue de célébrer ce genre musical, pas seulement au Sénégal, un peu partout dans le monde. Chaque année, à la période justement du festival, il y a en parallèle les itinéraires artistiques de Saint-Louis, donc c'est la première date à retenir pour ce week-end. En réalité, c'est pendant tout un mois, c'est du 2 mai au 2 juin sur 4 sites répartis sur la ville de Saint-Louis. La 12e édition avec comme pays invité d'honneur cette année la Mauritanie. Donc ça, c'est un des rendez-vous que ceux qui sont à Saint-Louis, et profitez pour nous pendant que nous sommes à Dakar, n'hésitez pas à aller voir les itinéraires artistiques de Saint-Louis. C'est pour mettre à l'honneur en fait l'art contemporain. Donc il y a la musique, il y a le cinéma, il y a l'art contemporain. Saint-Louis est vraiment en effervescence. On a également une deuxième date à retenir pour ce week-end. Donc là, on va aller du côté du Burkina Faso. C'est le festival des identités culturelles, le FESTIC. Donc c'est jusqu'à lundi 18 mai à Ouagadougou dans le quartier Ouidi. En fait, c'est un festival qui est organisé par le cinéma numérique ambulant Afrique. Donc c'est une 7e édition qui est centrée sur le thème très important, les identités culturelles à l'ère du village planétaire. En fait, c'est la projection de 28 films en compétition qui sont proposés pour promouvoir la sauvegarde des patrimoines culturels en péril. Donc voilà, ça c'est du côté de Ouagadougou. Et enfin, on a une 3e date pour ce week-end, enfin pour la semaine prochaine d'ailleurs. C'est la diffusion en avant-première du documentaire Guy Sepen, Parcours d'un missionnaire culturel. C'est au Musée des civilisations noires, effectivement, ce jeudi 21 mai à partir de 18 h. Un film qui retrace le parcours de cet acteur culturel engagé dans la transmission des langues, des récits et du patrimoine sénégalais. Donc c'était notre 3e date pour l'agenda culturel. Et on a une annonce à faire passer, comme chaque semaine bien sûr, dans le Refresh. C'est le Sénégal Talents Campus qui est porté par les associations Africulture Urban et J-Hip-Hop. Ils ouvrent une formation en fait spécialisée en installation et en maintenance d'écrans LED dans la perspective des JOJ de Dakar 2026. Donc comme vous pouvez l'imaginer, les besoins en diffusion de vidéos monumentales vont être sans précédent. Et donc pour ça, ils ont lancé un appel à candidature qui est ouvert à tous les jeunes entre 18 et 40 ans, passionnés par la technologie, l'image et l'événementiel avec des profils techniques, électronique, informatique ou électricité, ou les autodidactes motivés. Donc jusqu'à ce dimanche 17 mai 2026, à ne pas manquer pour ceux qui pourraient, pourquoi pas, faire la technologie LED des JOJ. Merci Laura. Merci à vous. Merci Ibrahima, merci Milé, merci d'avoir été... éclairé le plateau finalement. Merci d'éclairer le plateau. Merci Aminata. Et Aminata vous réserve une surprise pour la semaine prochaine. C'est tout pour le Refresh. Restez connectés sur nos différentes plateformes digitales. À très bientôt.